Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Le mois d'octobre est le mois de sensibilisation du syndrome de Rett. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une dégénérescence du chromosome X qui atteint en moyenne une petite fille sur 10 000. Alors pour l'occasion, nous avons eu la chance de recevoir Amélie au micro, une maman française qui vit à Londres en Angleterre avec toute sa jolie famille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Amélie. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Alors, j'aimerais bien, comme d'accoutumé maintenant que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 30 ans, je suis originaire du sud de la France, mais je me suis expatriée à Londres, où donc j'ai rencontré mon mari Tom et nous avons 2 enfants, Poppy et Lou. D'accord. Et alors, pourquoi quitter le sud de la France pour la grisaille d'Angleterre ? Alors, je me suis expatriée donc à 20 ans pour un poste d'assistante de professeur de français. D'accord. Et donc, tout en continuant mes études. Donc, je faisais des études en sciences de l'éducation à Toulouse. Okay. Donc voilà, donc je suis venue ici donc pour le poste qui donc coïncidait avec mes études. Okay. Puisque l'assistanat, c'est aussi de l'enseignement, en fait. Oui, bien sûr. Mais alors, du coup, où en Angleterre ? À Londres. Donc, j'ai eu de la chance. De la chance. J'avais mis en premier vœu l'Irlande. Oh, quelle idée. Mais en fait, je ne comprends rien quand les Irlandais parlent. Donc, heureusement, je suis tombée sur Londres. Et non, beaucoup plus facile pour comprendre quand ils parlent et surtout apprendre le vocabulaire. Alors si un Irlandais me parle, je comprends rien. J'ai besoin qu'il répète beaucoup de fois. Non, et puis quand même, tu gagnes Londres versus Dublin quand même, enfin qu'on se le dise. Moi, j'aime beaucoup la campagne. Après, moi, je suis une campagnarde, j'ai envie de dire, parce que j'habite vraiment, dans un tout petit village, tu sais, dans la campagne. Okay. Donc, ça me faisait très peur, la grande ville, au début, même si, j'avais vécu un petit peu à Toulouse. Mais au final, je me suis super bien habituée et maintenant, ça fait 10 ans. Ah oui, 10 ans oui, en effet. Oui. Ok, donc tu t'installes en Angleterre pendant combien de temps alors du coup avant de rencontrer The One ? Je l'ai rencontré en 2014, donc ça fait un an, donc je crois que ça fait 7 ans, dis donc. Pouf. Ça fait 7 ans. Oh mon Dieu, on a oublié notre anniversaire de rencontre. En fait, on s'est rencontrés le 30 août 2014. Et alors, comment ça s'est passé ? Enfin, je veux dire, comment tu l'as rencontré ? Donne-nous les détails. C'était une histoire un peu bizarre. Je m'ennuyais très fort en France en été. Je sortais d'une relation horrible qui m'avait brisé le cœur. Donc, je cherchais pas du tout quelque chose. Et j'ai juste installé une application de rencontre sur mon téléphone qui s'appelle Match.com avec un essai de 3 jours. Gratuit. Et pendant ces 3 jours, j'ai rencontré mon mari. En fait, il a répondu à mon annonce et c'était vraiment bizarre parce que nos profils n'avaient aucune compatibilité. Il était beaucoup trop jeune pour moi, donc il avait 21 ans, moi 23. Et j'avais bien mis en gros que je voulais plus du tout quelqu'un de plus jeune. J'avais mis je voulais beaucoup plus âgé, donc je voulais de 25 à 30 ans j'avais mis la raison de la maturité, le fait la personne veuille quelque chose de sérieux et pas juste s'amuser, parce que c'est là où j'en étais. Et au final, il m'a convaincue et voilà, donc en personne, ça a fait clic. Ah, on a fini par se rencontrer. Parfait, alors du coup, en 3 jours, rapide et pas cher. C'est ça. C'est ça. Et même lui, donc pareil, il avait mis, en fait, on l'a installé en même temps. Donc il avait aussi mis les 3 jours d'essai et dans les 3 jours, donc il m'a donné son numéro le 3e jour. Ok. Et après, on a continué à parler et puis on s'est rencontrés 2 semaines après en vrai. C'est cool. Tu vois, on en parle souvent ici, mais le destin, on y croit, quoi. Enfin, clairement. C'était vraiment pas du tout, c'était pas du tout prévu. Ouais. Je voulais juste m'amuser, je m'ennuyais et puis au final, coup de foudre presque. Ouais. Mais alors attends, donc t'étais l'été, donc t'es allée te déplacer toi à Londres pour aller le rencontrer ? Mais moi, en fait, j'allais rentrer en France complètement. Ah. C'était prévu, donc j'étais chez ma sœur, donc j'étais rentrée pour l'été, donc je devais reprendre l'université en janvier, et donc j'avais quelques mois pour finir, donc de rapatrier toutes mes affaires, finir de travailler, parce que je travaillais pour une famille en tant qu'au pair. Donc en fait, je finissais mon expérience anglaise et j'allais rentrer
en janvier. Mais au final, comme j'ai rencontré mon mari, j'ai repris un autre boulot, un boulot différent en janvier et je suis restée. Mmh. Et donc j'imagine que la vie suit son cours. À quel moment vous parlez d'étendre votre famille? Complètement accidentellement. On était ensemble depuis 10 mois. Ah ok. Quand, oui, complet accident, donc j'étais sous pilule, etc. Et en fait, j'ai attrapé, donc comme je travaillais avec des enfants, j'ai attrapé un virus d'estomac et j'en ai pensé rien du tout. Et puis au final, donc ma pilule n'a pas marché ce mois-là. Et Poppy est arrivée. Oh wow. Mais alors attends, parce que je crois qu'on en a fait combien? On en a fait quelques-unes de grossesse et accouchement au UK. Mm-hmm. On est d'accord que bon, ils traitent pas la grossesse comme une maladie, hein, très clairement, pas comme en France. Alors moi, j'ai eu 2 expériences très différentes parce que j'ai accouché dans 2 hôpitaux différents en fait, dans le nord de Londres. En fait, il y a beaucoup d'hôpitaux. C'est vraiment bizarre en fait. On peut soit se référer soi-même, soit avoir celui donc le plus près d'où on habite. Okay. Mais si on appelle l'hôpital et qu'ils sont débordés, ils te renvoient dans un hôpital différent en fait. D'accord. Et moi, ce qui m'est arrivé, donc j'avais choisi un hôpital privé car on me l'avait recommandé, presque dans le centre de Londres, mais assez accessible quand même. Okay. Donc à peu près 40 minutes en voiture, donc c'est quand même un peu long, mais bon, on te dit toujours ton premier, ça va être long de toute façon, donc c'est pas un problème. Donc, je m'étais dit pas de souci, et en fait, quand je les ai appelés, ils étaient débordés. Toutes les chambres, donc avec moi, je voulais absolument donner naissance dans l'eau, et donc toutes les chambres avec les piscines, elles étaient prises, il n'y en avait plus. Ils m'ont dit essayez donc un plus proche de chez vous, donc à 20 minutes, voir s'ils ont de la place. Ils avaient de la place, donc c'est là où j'ai fini par aller. Et en fait, quand je suis arrivée, ils m'ont renvoyée chez moi parce que j'étais pas du tout dilatée, donc j'avais toutes les contractions. Mais rien ne se passait et j'avais perdu mes os. Enfin, j'avais les os qui coulaient, donc elles n'étaient pas complètement perdu, donc j'avais encore la poche, ouais, donc mais ça coulait quoi, donc en fait c'était dangereux. Ils m'ont dit bon, si dans 24 heures rien ne se passe, on va devoir vous déclencher l'accouchement. Et c'est ça qui s'est passé. Donc j'ai jamais eu l'accouchement naturel, j'ai jamais eu ma piscine parce que du coup il y avait trop de risques d'infection. Voilà. Mais donc, ils te mettaient à la fin dans un dortoir avec d'autres nanas ou pas alors? Eh bien donc pour cette fois-là, oui, parce que donc quand j'ai donné naissance, il était 9h du soir, il me semble, et donc du coup il y avait un changement de garde. Donc tout d'un coup je connaissais plus personne dans la pièce et c'était le moment de pousser. Donc ils connaissaient pas du tout donc mes vœux, donc ce que je voulais faire. Donc voilà. Donc une fois que Poppy est née, ils ont pris mon dossier et boum, ils m'ont envoyé dans un dortoir avec 8 autres femmes. Mais c'est dingue cette histoire. Mais oui, et alors que moi j'avais demandé donc à ce que mon mari puisse rester, comme c'était le milieu de la nuit, et surtout parce que j'arrivais pas à ce moment-là à donner le sein correctement. Oui. Donc j'avais besoin d'aide, et au final, comme elles ont changé de garde, aucun de mes souhaits n'ont été exaucés. Ils m'ont mis dans un fauteuil roulant, pouf, ils m'ont amené dans une chambre et et débrouille-toi cocotte. C'est dingue. Voilà, non mais c'était très compliqué. Mais tu peux avoir un autre traitement de faveur si t'as une assurance en plus ou si tu payes en plus ou ce genre de choses? Eh bien, je sais pas trop parce que on a regardé un petit peu, mais pour Poppy, pas vraiment pour nous les adultes, parce qu'ici il n'y a pas vraiment de mutuelle. C'est très différent de la France. Ouais. Parce qu'en France, j'avais ma sécurité sociale, j'avais donc ma mutuelle, tout était pris en charge, alors qu'ici c'est public, le système de santé. Mais si tu veux quoi que ce soit d'un peu plus, tu payes toute ta poche. Donc oui, parce que j'imagine que si t'avais la volonté d'accoucher dans l'eau, par exemple, j'imagine que t'as dû quand même payer de ta poche, non? Et bien j'avais la volonté, donc en fait ils m'ont dit s'il y a la place, c'est ok, ou alors faut le faire chez toi. D'accord. Faut avoir donc ta piscine dans ton salon. Okay. Et non plus, tu rigoles, mais j'ai essayé de faire ça pour le deuxième, mais malheureusement pareil, la même chose s'est passée que pour Poppy, donc j'ai perdu mes os, mais j'ai pas eu mes contractions, donc j'ai dû aller donc me faire déclencher encore une fois en hôpital. Ah bon. Bah tes enfants n'aiment pas l'eau, hein, manifestement. Ben, c'est ça. Pourtant ils adorent dans la vraie vie maintenant, mais
Ouais, à ce moment-là, ils n'avaient C'est pas marrant. envie de naître dans l'eau. Ouais, ils ont pas voulu. Clairement pas. Mais alors vraiment, c'est l'opposé parce que du coup, quand il y a des risques d'infection, tu es obligé d'avoir les antibiotiques. Donc, tu peux pas trop bouger parce que donc c'est dans le bras. Ouais, donc ouais. Vraiment, j'ai pas du tout pu avoir les naissances que je voulais, mais peut-être la 3e fois, qui sait, on sait jamais. Et alors aujourd'hui, Poppy et Lou, ils ont quel âge? Alors, Tes Poppy a enfants? 5 ans et Lou Ouais. va avoir 2 ans dans 3 semaines. Oh, bah Le happy petit birthday. loulou. Je pense que quand on sortira l'épisode, Il aura déjà ouais. 2 ans. Et alors, quelle langue vous avez mis en place à la maison? Le français et l'anglais, j'imagine? Ah, j'aurais voulu te répondre que oui. Donc pour Poppy, on parlait énormément français. Je lui parlais français quand elle était dans mon ventre. Je chantais tout le temps en français. Donc sa chanson préférée, c'était Ohé Ohé Matelot. Je sais pas si tu la connais. Encore de l'eau? Je pense Ok. que Je crois que c'est oui. pour ça, Voilà, hein. c'est Elle en ça. a eu marre. Elle a dit, tu C'est sais peut-être quoi, pour ta ça. piscine, tu te la mets là où je pense. Mais c'est vrai, je lui parlais trop français. Je lui lisais Harry Potter en français pendant qu'elle était dans mon ventre. Enfin, énormément de français. Donc quand elle est sortie après, donc on a continué. Donc moi, quand j'étais seule avec elle à la maison, que du français. Je travaillais pour une famille avec une autre petite fille à qui j'apprenais aussi le français. Donc énormément de français avec Poppy. Et en fait, quand on a découvert que le langage ne se développait pas chez Poppy, j'ai eu un peu peur. Enfin, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah mince, c'est le bilinguisme, c'est trop Oui. pour elle, elle n'arrive pas. Donc je me suis dit, on va faire que l'anglais parce qu'elle est exposée beaucoup à l'anglais. Donc ses amis, dans son petit groupe de copains, la plupart étaient anglais. Les parents pour qui je travaillais donc parlaient beaucoup anglais. Son papa parlait anglais. Enfin, les grands-parents parlaient anglais. Donc je me suis dit, on va se mettre à l'anglais. Et donc quand mon fils est né, on s'était tous mis à l'anglais en fait. Sauf donc pour les chansons, donc on chante toujours en français et on lit des livres en français aussi un petit peu, mais il reste pas trop en place, alors on lit pas beaucoup. Donc du coup, vous les avez mis là Covid side, vous les avez mis à l'école ou au daycare? Donc Lou est à la garderie 3 matins par semaine et Poppy prend le bus scolaire et va dans une école spécialisée. D'accord. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, j'ai abandonné ma carrière dans la garde d'enfants pour m'occuper de Poppy. Donc, comme elle est handicapée, au début, ça marchait bien, mais quand elle a eu son diagnostic, c'était une période très très compliquée pour arriver jusqu'au diagnostic déjà. Ouais. Donc, j'ai dû abandonner pour pouvoir l'amener à tous les spécialistes, faire tous les tests et tout ça. C'était très dur de concilier les deux, en fait, le travail et devoir prendre du temps pour aller dans tous les hôpitaux. Ouais. J'imagine. Donc, surtout, on peut pas choisir les dates des rendez-vous, donc c'est très compliqué. Ouais. Donc, Poppy est atteinte du Rett syndrome, c'est bien ça? Oui, elle a le syndrome de Rett. Ah, je le fais en anglais, n'importe quoi. Mais moi aussi, c'est très bien. C'est c'est le syndrome de Rett, donc Rett syndrome. Tu me diras si j'ai faux, mais j'ai quand même fait un peu mes recherches Google, histoire de pas passer pour une bleue. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une mutation génétique du chromosome X et qui est rare, et c'est pour ça que ça arrive très souvent qu'au sexe féminin, c'est bien ça? Presque qu'aux filles, mais il y a aussi quelques garçons, donc ils disent une fille sur 10 000. Avec quelques garçons au milieu, mais c'est beaucoup plus rare chez les garçons parce qu'ils ont un seul chromosome X. Oui. Donc, beaucoup ne survivent pas, en fait, après la conception. Oh, ok. Parce que eux, nécessairement, n'ayant qu'un seul, il peut être un petit peu plus atteint par... malheureusement, c'est beaucoup plus difficile, oui. Okay. Parce que c'est un syndrome neurodéveloppemental, en fait, donc ça affecte tous les domaines, en fait, donc le langage, la mobilité, en gros, le système nerveux. D'accord. Comment ça s'est manifesté chez Poppy et à quel âge vous avez commencé à vous rendre compte qu'il y avait une dégénérescence peut-être ou une évolution en tout cas dans son développement? Justement, c'est ça. Donc, son développement était beaucoup plus lent que les autres enfants. Donc, par exemple, pour sa mobilité, elle a commencé le 4 pattes une semaine avant son premier anniversaire. Donc, c'est assez tard. Par exemple, son frère, 7 mois. Donc, un enfant typique, c'est plus tôt. Et donc, elle a vraiment pris son temps. Après, elle a réussi. Donc, elle était super contente avec
avec son quatre pattes. Et en fait, elle a continué le quatre pattes ou marcher à genoux jusqu'à presque 2 ans et demi. En fait, elle n'a pas marché sur ses pieds, si tu veux. Donc, elle a marché donc sur ses genoux. Mais donc, ouais, très, très lent. Puis après, donc aussi, elle apprenait des choses, mais ça restait pas. Ça s'en allait. Elle, par exemple, elle apprenait des mots et ils disparaissaient comme si elle n'avait pas appris un mot. Donc, le langage a complètement disparu ensuite. Donc, c'est là où toi, tu avais peur que le français, peut-être, enfin, étant donné qu'il n'y avait pas, j'imagine, de diagnostic encore de poser, tu te disais, bon, c'est peut-être parce que j'utilise trop de langues à la fois. En fait, on a commencé à voir un docteur parce qu'elle avait aussi un problème gastrique, donc elle avait beaucoup de reflux, je sais pas si on dit comme ça. Elle avait donc de l'acidité qui remontait et elle n'arrivait pas à avaler tout ce qui était à morceaux. Donc elle a mangé des purées quasiment toute sa vie jusqu'à 14 mois. Elle ne pouvait pas avaler en fait comme un autre enfant. Elle avait juste beaucoup de mal à mâcher. Il y avait quelque chose en fait qui n'allait pas. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à voir un docteur. Et ce docteur nous a référé, on me dit peut-être, un pédiatre. Et donc le pédiatre nous a fait passer plein de tests. C'est super difficile ces tests. C'est des questionnaires en fait et tu te dis mais mon Dieu, mais ma fille ne peut rien faire de tout ce qu'il y a dans toutes ces questions. Mais même pour un enfant entre guillemets normal, c'est quand même dit est-ce que je sais plus, est-ce qu'il pointe du doigt, est-ce qu'il fait ceci. C'est ça. C'est mais des fois j'en sais rien. Je faisais non, non. Et là en fait tu commences à te dire oula, c'est plus sérieux que je pensais quoi. Genre, elle me demandait de lui faire mettre un petit raisin sec dans une bouteille. Mais Poppy, elle voulait le manger, tu vois. Elle voulait absolument le mettre dans sa bouche. Donc du coup, quand il y avait la case, est-ce que Poppy suit les instructions? Non, tu vois. Enfin. Oui, mais après, elle avait 14 Elle avait bien compris que c'était un petit raisin sec et que ça se mangeait, si tu veux. Elle a bien raison. Mais à 14 mois, moi, c'est surtout que ça me paraît extrêmement tôt. Et oui, non mais ça, ce test, elle l'a passé à 18 mois, je crois, le premier, parce qu'en fait, donc même si on a eu on a été référé super tôt, ça a mis 4 mois, je crois, ou même plus 6 mois avant qu'on arrive à avoir le rendez-vous. Mais oui, parce que je regardais par exemple sur internet le syndrome de Rett. Ils expliquent qu'ils ne comprennent plus l'utilisation des mains et donc du coup ils flappent les mains. Moi je me dis mais par exemple ça peut être corrélé à de l'autisme. Oui, tu vois, et je me dis et l'autisme on peut pas le déceler. Je crois que les premiers tests ils se font à 18 mois. Donc tu vois, c'est quand même dur d'essayer de poser un diagnostic avant cet âge-là quoi. Ben, c'est ce qu'ils pensaient en fait au début, ils nous ont fait penser que c'était l'autisme, mais nous, en tant que parents, on n'y croyait pas en fait, parce elle était super sociale, beaucoup d'amis en fait si tu veux, donc elle te regardait dans les yeux, droit dans les yeux, elle répondait à son prénom, elle adorait les câlins, donc il y avait plein de choses qui faisaient un petit peu si c'est l'autisme, elle est vraiment indépendante. Indépendante, oui, elle a pas vraiment, tu vois, une affectation très très sévère, si c'est de l'autisme, parce qu'elle était vraiment, c'était un enfant soleil, tu vois. Elle pleurait quasiment jamais, elle était super têtue, donc quand elle arrivait pas, par exemple, à marcher, elle a continué jusqu'à ce qu'elle arrive à marcher, quoi. Et au début, donc, elle voyait tous ses copains, tu vois, qui marchaient. Elle essayait, c'était super frustrant, mais et elle a continué, elle a jamais perdu le sourire, c'était ma fille, c'est ma force. Elle est vraiment elle est géniale quoi. Tu m'étonnes et au fur et à mesure qu'elle grandissait, les symptômes entre guillemets étaient de plus en plus importants. Alors jusqu'à 3 ans, on s'en est pas trop rendu compte. Elle avait un peu rattrapé son retard, donc comme elle marchait finalement, donc elle avait commencé à courir. Elle avait presque un peu rattrapé, donc elle était super forte en natation aussi, donc elle avait commencé à apprendre à nager. Enfin, elle avait un peu rattrapé, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Et la pédiatre nous a demandé de faire un test génétique, en fait, donc de tous ses chromosomes, de tout son ADN, juste pour être sûr que tout allait bien. Et en fait, le premier est revenu négatif pour tout.
Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont pensé une forme d'autisme. Puis, on a eu de la chance parce qu'elle était très jeune, cette pédiatre, et elle sortait juste de l'université. Donc, elle avait encore ses cours en tête et ils avaient étudié le syndrome de Rett. Donc, juste comme ça, elle dit, est-ce qu'on peut tester le gène sur lequel, donc du coup, normalement, le syndrome de Rett est visible. Oui. Et du coup, ils ont fait un test, c'était encore un test sanguin. Et là, c'est revenu positif donc pour le syndrome de Rett. D'accord. Mais c'est étonnant que le premier test n'ait pas décelé déjà En ce fait, c'est syndrome. tellement rare que ça a testé pour toutes les choses très très connues, Oui. mais ça n'a pas vraiment testé pour tout ce qui était très très rare. Donc voilà. D'accord. C'est pour ça qu'ils l'ont pas trouvé. Et donc ça, c'est quand elle avait 3 ans. Donc 1 an et demi C'est après. juste avant. Donc les tests, elle les a fait quand elle avait 2 ans et demi et ça a mis très longtemps à revenir. Ouais, ça a mis vraiment très longtemps. Au début, ils ont perdu Son dossier. Je vais te raconter. Mais oui, c'est parce que ça, ils ont perdu en fait ses résultats. Oh là là. Donc on a dû retourner à l'hôpital pour refaire des tests sanguins. Donc ça, c'est pas drôle parce que ton enfant, t'as l'impression que du coup, Bah oui, un test sanguin. tu lui causes du malheur, quoi. Donc c'est pas super. Donc on a refait le test sanguin. Après, c'est un peu lunaire, mais du coup ils ont renversé une des fioles. Mais donc non. ils avaient plus assez de sang pour refaire le test spécifique. Donc on a dû retourner, refaire. C'était le jour d'Halloween, donc je me rappellerai toute ma vie. Donc on devait aller chercher des bonbons, mais Poppy avait été tellement traumatisée par l'hôpital qu'au final, elle était dans son costume à l'hôpital, mais elle a pas été chercher les bonbons. La pauvre. Oui, elle Non, était, mais mais ça elle était prend super des fatiguée bleus. d'avoir tellement pleuré en fait. Bah tu m'étonnes. Du coup, 3 fois quand même, elle s'est fait. 3 fois, elle s'est fait La pauvre. Non, mais piquer, ça prend la des pauvre. bleus. Là, tu le vends pas, hein. Autant. Ah, Oh la vache. Ils te font payer en plus à chaque fois que tu fais un test sanguin ou pas? Non, ça Ok. comme c'est commandé par un spécialiste, c'est gratuit. Si tu veux le faire donc dans le privé, oui, tu payes. Mais Ouais. si tu as donc un Oh, les document, bleus. c'est bon. N'importe quoi. Mais alors, comment tu t'organises, toi, entre ces 14 mois et ces 2 ans et demi quand ils font le test et qu'ils arrivent à poser un diagnostic sur son développement? Moi, en fait, donc je travaillais pour une famille. J'ai eu beaucoup de chance. Je travaillais en temps partiel. Donc, je travaillais du mardi au jeudi, Ouais. donc 3 jours par semaine. Et en fait, de voir une autre petite fille se développer comme un enfant typique, en fait, et de voir ma fille atypique à côté, je savais il y avait quelque chose. Donc, j'avais toujours cette boule au ventre, en fait, qu'il y avait quelque chose. Donc, je me préparais tout doucement, donc à savoir que quelque chose allait arriver, mais je savais pas trop quoi. Donc, je l'ai amené à plein de docteurs, je l'ai amené à plein de cliniques. À chaque fois, ils me renvoyaient en me disant c'est trop tôt pour soit vous référer à un pédiatre, c'est trop tôt. Ensuite, c'est trop tôt pour faire quoi que ce soit comme diagnostic. Donc, moi, je les ai crus, en fait. Je me dis mais oui, c'est trop tôt, elle va se rattraper. Ouais. Et puis, quand on s'est rendu compte que du coup, ils avaient sans doute tort quand elle avait vers 2 ans, donc elle avait fait tous ses tests et que donc du coup tu voyais que quand même il y avait un grand gouffre entre les enfants donc typiques et Poppy. On a commencé donc à s'organiser et on a pris des spécialistes dans le privé. Donc on a Ouais. payé de notre poche. Donc une thérapeute du langage, la première qu'on a fait. Ouais. Pour essayer. Ça n'a pas du tout marché parce que Poppy était dans une période de régression. Donc, elle ne pouvait pas apprendre. C'est le problème avec le syndrome de Rett quand ils régressent, donc quand ils perdent donc du coup le langage, quand ils perdent l'habileté de leurs mains. En fait, quelque chose se passe dans le cerveau et ils sont. Ils se focus là-dessus. C'est ça, Ok. ils ont peur en fait. Mais après, tu imagines, tu perds le contrôle de ton corps. Tu demandes à ton cerveau dis ce mot et ton cerveau il répond pas. Tu demandes à ton cerveau bouge mes mains, j'ai failli dire move. Ouais. Bouge mes mains et tes mains ne bougent pas. C'est pareil pour tes pieds. Donc tu Ouais. lui dis, t'as envie de te lever, mais ton corps il y arrive pas. C'est compliqué en fait. Elle se bat, pour essayer de faire que donc du coup le message arrive du cerveau jusqu'au système nerveux, mais du coup comme elle a ce problème, ce syndrome, il lui manque le passage en fait pour le message et du coup ça n'arrive pas
jusqu'au reste du corps et c'est très frustrant pour elle. Ouais. Donc, tu vas avoir un speech therapist. Je sais pas comment ils disent en français. Thérapeute du langage, je crois. Est-ce que tu vois d'autres spécialistes pour un ergothérapeute, par exemple, pour tester un peu les aptitudes physiques? À ce moment-là, donc on avait c'est marrant, on avait une kiné. Mais comme Poppy donc avait commencé à faire quelques pas et elle montrait que donc du coup donc comme elle avait marché à 4 pas pendant tellement longtemps, elle avait des muscles super développés, voilà, c'est ça, tu sais, les abdos et tout ça bien parce que elle avait marché à 4 pas tellement longtemps. Ouais. Que du coup ils étaient là, elle a toute la force, elle va le faire, donc ils nous ont enlevé du service de kiné en pensant que c'est bon, on vous envoie, tout ira bien. Et en fait, ils s'attendaient pas du tout à ce qu'elle fasse une régression et que du coup elle perde, la perte de sa mobilité, donc se développe et c'est ça. Et en fait, du coup, ils nous avaient enlevé du service de kiné. On a dû attendre 6 mois de plus pour avoir accès à ce service. Mais c'est vachement étonnant. Alors attends, au UK, vous n'êtes pas assimilé directement à un pédiatre, il faut que tu ailles voir ton médecin de famille qui va te référer à un pédiatre? C'est ça. Ah bon? Parce qu'ici, nous, on va directement voir un pédiatre quand, tu vois, tous les mois, enfin, je veux dire, quand ils sont bébés et compagnie, on va pas voir le médecin de famille. Ben non, ici, on a des visites médicales. Au début, on en a une quand l'enfant a 6 jours. Oui. Je crois, ou quelques jours. Ensuite, une semaine juste pour le poids. Et ensuite, cette personne disparaît et tu la vois plus. C'est trop bizarre. Mais oui. Jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an, donc on fait un de ces tests avec des questions, etc. Mais nous, Poppy, on ne sait pas pourquoi ils l'ont pas fait. On pense que c'est parce que du coup, on habitait dans des départements où en fait ils ont changé le système et du coup elle était dans cette impasse où donc on avait personne pour faire le test, donc ils ont attendu jusqu'à ce qu'elle ait 18 mois donc et une pédiatre pour faire le premier test. Elle n'avait pas du tout eu celui des 1 an. Ah non. C'est trop, c'est mal foutu leur truc, disons que. C'est très mal foutu. Donc si toi tu veux y aller, tu as accès à des cliniques pour bébés, mais moi la mienne donc dans mon médecin de famille, pareil, elle a fermé. Donc je pouvais plus y aller et il y en avait une donc on a déménagé, il y en avait une plus près de chez moi. J'ai essayé d'y aller mais quand j'y suis allée, ils m'ont dit que Poppy était trop âgée. Elle avait 16 mois. Et donc du coup, ils ont dit non, c'est que de 0 à 1 an. C'est vraiment si du vous voulez. Mais oui, de tronche quoi. Ouais. C'est ça. Bah disons et OK, donc ça me paraît c'est aberrant. C'est aberrant en plus quand tu te dis que bon bah c'est quand même un système universel quoi, donc bon. Comme quoi il faut s'écouter hein, et quand tu vois qu'il y a un souci chez ton enfant, il faut pas hésiter à pousser quand même. Surtout quand même toi c'est votre premier enfant, donc t'as aucune référence à son développement. Donc heureusement que tu étais assistante dans une autre famille. Avec ma carrière, donc j'avais déjà aidé à élever 2 autres bébés. Ouais. Donc j'avais ça donc quand même comme référence un petit peu, mais sinon c'est vrai que comme on te dit, tous les enfants sont différents, ils ont tous leur rythme. Ouais. Tu penses pas au pire tout de suite, mais quand même t'as un sentiment parce que c'est quand même ton enfant, tu le connais. Moi je comprenais pas pourquoi Poppy tout d'un coup elle avait des terreurs nocturnes. Ouais. Enfin, il y avait plein de choses qui me disaient non, ça va pas. Enfin, il faut qu'on trouve ce que c'est. Il nous faut des réponses. Et donc du coup, j'ai beaucoup poussé, oui. Qui t'a payé de ta poche en fait. Ouais. C'est ça. C'est quand même triste de pas pouvoir faire confiance quand même au système qui est déjà mis en place dans le pays, quoi. C'est ça qui est quand même assez révoltant. Malheureusement, ils ont eu beaucoup de problèmes financièrement parce que donc du coup, le nouveau gouvernement, il y a eu l'austérité. On a beaucoup de problèmes avec le système de santé. Ça me manque un peu la France de ce côté-là parce que ça serait jamais arrivé ce genre de choses. Et tu vois, quand Poppy était bébé, même comme ici, donc tout n'est pas pris en charge, alors qu'avec la sécurité sociale, t'as quand même un peu beaucoup qui est pris en charge. Et exactement. Et par exemple, tu peux aller voir un ostéopathe en France, que ici, l'ostéopathe c'est que privé. Oui, mais pareil ici. Ça. C'est bizarre. Ouais. Alors, quand les résultats sanguins, après 2 essais non fructueux, arrivent,
et que donc le diagnostic peut enfin être posé. Comment toi tu réagis face à cette annonce? Au début, soulagement d'enfin savoir. Ouais. Parce que comme ça, tu peux quand même, donc, du coup, mettre des mots sur ce qui se passe, trouver des solutions, mettre un plan en place. Mais si je suis vraiment honnête, super honnête, quand elle m'a mentionné le syndrome, évidemment, je suis allée sur Google. C'est la première chose que tu fais. C'est ce qu'elle m'a dit. Ne le fais pas au téléphone. Elle m'a dit surtout ne va pas sur Google. Et moi, j'étais là, attends. Bien sûr, si tu me dis ne le fais pas, je vais le faire. Donc, et ça fait très peur la page Wikipédia. Donc, j'avais perdu le sommeil au début. Et donc beaucoup de stress jusqu'à arriver à ce jour où du coup donc on était dans son bureau, on s'attendait du coup à ce qu'elle nous dise effectivement oui c'est ça, donc moi pas choquée, donc moi plutôt soulagée parce que oui bon c'est ça, mon mari choqué. il pensait jusqu'au dernier moment non mais non. Et puis tout d'un coup je le regarde et en fait blanc comme un linge. Donc pour lui très dur parce que du coup il s'était pas vraiment préparé alors que moi en tant que mère donc j'avais quand même fait mes recherches et tout ça. Lui il voulait pas en entendre parler avant que ce soit sûr. Ouais. Donc c'était quoi? C'était du déni, tu penses, qu'il rejetait un peu le problème tant qu'il n'y ait pas un résultat concret? En fait je pense que comme il nous avait quand même persuadé au début que c'était de l'autisme, il voulait juste garder cette idée parce que c'était moins pire que donc du coup le syndrome de Rett qui est donc il y a beaucoup de similarités. Mais c'est beaucoup plus pris en charge par les écoles. Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que est-ce qu'au UK, par exemple, les enfants autistes, enfin si tu le sais, hein, ils peuvent aller Oui. à l'école publique ordinaire? Alors, je vais te dire très simplement, Poppy, elle est allée donc dans une école spécialiste et elle s'est retrouvée dans une classe avec beaucoup d'enfants autistes. Elle était la seule avec des problèmes de mobilité et ils avaient tout en place donc très très bien pour les enfants autistes, donc tous les trucs sensoriels. Bon, Poppy elle aime aussi ça donc c'était bien. Mais pour tout ce qui était mobilité, malheureusement, elle a été celle qui a fait le moins de progrès. Car c'était surtout pour les enfants autistes donc dans sa classe que je sais pas si c'est plus facile pour les enseignants parce que du coup ils sont quand même beaucoup plus réceptifs, ils ont pas donc du coup ce problème avec les mains qu'ils peuvent pas utiliser leurs mains. Ouais. Ils ont pas toute la motricité très très affectée, même si ils ont un petit peu comme Poppy qui pour réguler son anxiété, elle adore se caresser les mains. Donc elle se caresse les mains en permanence. Elle les mord des fois. Et certains enfants autistes font ça, ils ont besoin aussi de mordre. Il y a des similarités. Donc en fait, elle était bien dans cette classe, mais malheureusement, c'était pas assez de kiné, tout ça que les enfants autistes n'ont pas forcément besoin. Donc ça manquait un petit peu. Et cette année, finalement, donc elle est enfin dans une classe plus mixte. Donc en fait, tous ses besoins peuvent être elle est plus assistée, elle est plus accompagnée dans ses journées c'est ça, donc elle a dans son ensemble. toutes les choses qui lui manquaient, donc se refaire la force car elle a perdu beaucoup de muscles malheureusement avec le Covid, de ne pas avoir de thérapie et pas avoir de natation, pas avoir de toutes ces choses qui l'aidaient beaucoup à se muscler en fait, parce qu'au début on pouvait même pas sortir de la maison. Oui. Donc elle a perdu l'habilité de marcher aussi bien qu'avant, elle a perdu beaucoup de muscles malheureusement. Et là dans cette nouvelle école, donc cette nouvelle classe, quand c'est la même école mais de l'autre côté, oui. Elle était du côté donc comme une petite section en fait si tu veux, donc comme une maternelle, et là elle vient de passer dans la grande école. Ok. Mais donc c'est une école spécialisée pour c'est ça, complètement pour les enfants entre guillemets atypiques. C'est ça. Mais en dehors de l'école, du coup, est-ce que toi il faut que tu fasses un suivi poussé avec différents spécialistes? Alors tout est dans l'école maintenant. Une fois que tu es dans le système scolaire, tu perds l'accès en fait à tout ce qui est dans le système de santé. Donc parce que sinon s'ils te laissent avoir les deux, il y a moins de familles qui peuvent avoir une place car ils n'ont pas assez de staff en fait, ils n'ont pas assez de thérapeutes. Okay. Donc en plus ils changent tout le temps.
C'est très pas compliqué. Cool. Ouais, parce qu'ils non. ont besoin, j'imagine qu'ils ont quand même besoin de constance, enfin, comme tous les enfants. C'est ça. On a eu, je te dis, en 3 ans, 9 pour les besoins sensoriels. Ah ouais. 9 différents. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Et du coup, à chaque fois, la personne donc doit réapprendre à connaître l'enfant. Je crois que kiné, on en est au 4 ou 5e. On a le docteur des pieds, donc parce que Poppy, donc du coup, en plus de son syndrome, elle a un problème de cheville qui n'est pas du tout lié à son syndrome. C'est juste elle est née comme ça. Elle a les chevilles en fait qui sont trop mobiles, donc il lui faut des bottes super avec beaucoup de support autour de la cheville. Donc elle a un docteur des pieds, c'est pareil. Donc là, c'était le dernier qu'on avait eu depuis le début, depuis qu'elle avait 18 mois. On avait ce docteur, on était là, mais il est trop bien, tout va bien. Et là, le mois dernier, il est parti. Donc, on vient de changer le docteur des pieds. Donc on avait le seul depuis le début. La seule constance qui est partie, quoi. C'est ça. Et donc encore changé. Donc tout a changé. Là, cette année, elle a une nouvelle équipe complète. Ok. Je connais personne pour l'instant. Donc, oui, parce que du coup, rapidement, avec Covid, tout se fait à distance. C'est ça. On a un rendez-vous lundi, donc on a beaucoup de chance. À Londres, on a accès à une clinique exclusivement pour le syndrome de Rett. Donc avec des spécialistes qui t'aident complètement à comprendre le syndrome. C'est chouette, ça. À traiter les symptômes. C'est aussi eux qui font la recherche pour cette cure, parce que c'est possible d'en trouver une. Et aussi, il y a des traitements qui sont en développement, donc ils nous tiennent au courant, etc. Et lundi, on a donc un Zoom avec donc ce spécialiste qui est aussi un neurologue. Et on a beaucoup de chance d'avoir ça, et c'est que à Londres. Ça, c'est cool. Ouais, parfait. Donc, ouais. Bon, après, même si c'est ça. On a bien choisi. Au début, on y allait en personne. Quand Poppy a eu son diagnostic, on a eu un rendez-vous direct, et on était dans une pièce avec 5 spécialistes, donc un pour les besoins sensoriels, un kiné, un spécialiste du langage, donc ce neurologue, et une qui était une dame qui s'occupe d'une association qui s'appelle Rett UK, qui donc juste aide les familles, donc on répond à leurs questions, ou juste ils ont besoin de parler. Et donc du coup on avait toutes ces personnes, ce petit panel, donc que Poppy a charmé, tu vois, elle avait 3 ans, elle marchait super bien, elle mangeait super bien aussi, que maintenant on a un peu des problèmes avec ça. Et du coup on a eu cette chance. Ouais, parce que tout ce qui est pris en charge avant l'école, c'était à tes frais, ou c'était inclus parce que ils avaient réussi à poser un diagnostic sur son évolution? Avant le diagnostic, tout à nos frais. Et une fois qu'on a eu le diagnostic, toutes les portes un peu se sont ouvertes, si tu veux. Okay. Même si ça met quand même assez longtemps. À chaque fois que tu obtiens un document en fait qui t'envoie vers un service, il y a quand même beaucoup de longue attente. Ouais, beaucoup d'attente. Entre 6 à 9 mois pour certains services. Maintenant qu'on est dedans, ça va. Mais oui, ça a mis très longtemps pour certains. Ouais. Est-ce que toi, alors du coup, parce que ayant dû dropper ta profession pour t'occuper full-time de Poppy, est-ce que en tant que caregiver de Poppy, tu as le droit, toi, à une aide étatique pour t'occuper de ton enfant? J'ai le droit à la Carer Allowance. C'est un peu comme de l'aide à la personne, je pense, mais c'est très peu. C'est 62 livres. Ouais, c'est très très peu. Ah oui, non, tu payes pas un loyer avec ça. Tu peux pas, non, tu peux pas faire grand-chose, mais c'est considéré comme un travail. Donc, par exemple, quand on a acheté notre appartement, ça comptait comme un salaire, si tu veux. D'accord. C'était pas comme s'il y avait un parent sans emploi et un parent avec un emploi. Ça compte comme un emploi, même si c'est pas bien payé. C'est pas du tout bien payé. C'est de la charité. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais alors, face à cette situation familiale, est-ce que tu as comparé le suivi qu'elle a eu au UK et le suivi qu'elle aurait pu avoir en France, et dans ce cas-là, peut-être compromettre la localisation dans laquelle vous étiez pour aller retourner en France? J'y ai pensé, car je me suis dit que j'aurais peut-être besoin du soutien de ma famille un peu plus. Je savais pas trop si j'allais arriver donc à m'en occuper seule. J'aurais le soutien de mes parents. Bon, après, mes parents travaillent parce que mes parents sont très jeunes. Hein. Enfin, très jeunes. Je suis l'aînée de ma famille et ils m'ont eu jeune. Donc, ils sont toujours mes parents travaillent.
Ma petite sœur habite toujours à la maison aussi, donc bon, je me disais c'est compliqué quand même. Après bon, mon mari ne parle pas beaucoup de français, donc c'est compliqué pour lui. Après on l'a discuté, on y a pensé. Ouais. Mais on s'est dit qu'on allait essayer donc de rester et juste de trouver un endroit mieux pour Poppy. Donc c'est là qu'on a trouvé cet appartement, donc tout plat, sans escalier. Parce qu'avant on avait plein d'escaliers. C'était oui, une donc maison, j'imagine qu'il faut que tu étages. réhabilites un peu, mettre des rampes, ce genre de choses. C'est ça. Donc on a pris vraiment un immeuble avec ascenseur, un ascenseur assez grand pour que son fauteuil roulant puisse y rentrer. Avec donc du coup on a pris une nouvelle voiture parce que du coup pareil pour pouvoir rentrer le fauteuil roulant dans le coffre. Oui. On a adapté en fait notre vie donc. Okay. Et pour l'instant ça va. Mais tu parles de fauteuil roulant, mais moi j'avais cru comprendre qu'aujourd'hui elle marchait, non? Ou elle marche, ça dépend mais elle a, on ne sait pas trop en ce moment, donc elle a eu son fauteuil roulant là très récemment, en juillet, je crois, ou en juin. Donc c'est très récent. Avant ça, elle avait juste une poussette spécialisée, donc c'était surtout pour quand elle était fatiguée ou enfin juste comme une poussette, mais qui avait juste un poids de l'enfant plus élevé, parce que bon, ça s'arrête à 15 kilos normalement les poussettes. Et Poppy, donc du coup, elle avait dépassé ce poids. Elle faisait 16 ou 17. Je vois. Et donc on avait une poussette spécialisée. Mais malheureusement, en septembre l'année dernière, oui, ça fait 1 an maintenant, elle a été diagnostiquée aussi avec la scoliose. Oh là, donc sa mobilité a été affectée et elle avait besoin de plus de support. Donc elle a eu un fauteuil roulant qui a donc ça s'appelle des latéraux et ça fait que donc du coup sa colonne reste droite dans la chaise, etc. Donc du support pour sa tête. Et tout ça. Ouais. Et Londres, c'est quand même bien. Enfin, je veux dire, l'infrastructure à Londres est quand même bien foutue pour les gens handicapés. Parce que je sais que Paris, par exemple, c'est un peu. J'ai envie de te dire oui et non, parce que malheureusement, donc maintenant qu'on a ce nouveau fauteuil roulant qui est beaucoup plus grand qu'une poussette spécialisée, donc il prend plus de place. Ouais. Et ben, on s'est rendu compte, par exemple, que certains des couloirs de l'immeuble sont presque trop petits, donc c'est assez difficile de manœuvrer les couloirs. Ouais. Si quand j'appelle l'ascenseur, j'ai le petit ascenseur qui vient, je peux pas y rentrer. Je dois avoir le grand ascenseur. Heureusement, il y en a 2. S'il y a un feu ou quelque chose qui se passe, comme on est au 5e étage, j'ai besoin que mes voisins m'aident à porter mes enfants dans les escaliers. Ouais. C'est compliqué en fait, tu vois. Et après, il y a beaucoup de trottoirs qui sont très très hauts. Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est lourd, c'est super lourd. Ouais, c'est compliqué un peu. Mais après, bon, on s'y fait. Tu te fais les muscles des bras. Oui, mais c'est quand même. Et ouais, on en revient toujours à la même problématique où c'est compliqué de changer la société pour un individu, tu vois. Ok. Et alors aujourd'hui, Covid mis de côté. À quoi ressemble alors du coup ton day-to-day, parce qu'on parle beaucoup de Poppy, mais il y a quand même un petit loup qui est derrière. Et oui. Comment ça se passe alors tes journées? Comment tu t'organises? Et ben du coup, je suis seule à la maison avec les enfants quand mon mari va au travail avant même qu'on se réveille. Donc ouais, c'est moi toute seule avec les enfants et il revient juste après le bain, donc il fait le coucher avec moi. Il s'occupe de Poppy, comme il est plus fort que moi, donc pour la porter jusqu'à son lit, etc. C'est lui qui s'en occupe et moi je fais le coucher avec mon fils. Mais sinon oui, c'est vrai, je suis très seule, très seule avec mes enfants, du coup en compagnie, mais c'est surtout moi et Lou. On passe la journée tous les deux. On amène Poppy au bus. On lui fait coucou. Mon fils il court après le bus. Il aimerait trop la suivre, mais il peut pas. Après, des fois, je l'emmène à la garderie. Bon, pas tous les jours pour l'instant. Il est pas à temps plein. Mais sinon, il va à sa garderie. Et quand il est, donc, du coup, pas dans mes pattes, je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire quand il est là. Ouais, donc, beaucoup de ménage, j'avoue. Non, c'est clair. C'est genre, j'ai 1 minute, je peux me reposer ou je peux faire la vaisselle. Je peux faire le ménage, la cuisine. C'est toujours le même, ouais.
Mais c'est toujours pareil. Il comprend, lui, d'ailleurs, à 2 ans, bientôt, sa grande sœur, pourquoi elle est en fauteuil roulant, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, c'est super rigolo parce qu'il est jaloux de tout. Donc, il est jaloux que, par exemple, elle est son fauteuil roulant. Donc, exactement. Il est jaloux. Il veut, par exemple, quand elle a une chaise spécialisée pour manger aussi, dès qu'on la met en place, hop, il grimpe dedans. Il veut que ce soit lui dedans parce que c'est super confortable, en fait. Tout son équipement, il veut que ce soit pour lui. Il essaie de lui piquer sa chaise. Et il est très... il comprend que du coup il faut il fasse attention parce que du coup c'est vrai qu'elle fait des mouvements brusques parfois. Oui. Donc il sait que de pas trop se mettre à proximité quand elle est quand elle est excitée en fait, parce qu'elle saute partout. Ouais. Elle monte et elle descend du canapé 5-6 fois quand elle est excitée en regardant de la télé. Donc il fait sa vie en fait autour d'elle. Après bon, il comprend pas trop. Non, il comprend pas trop que par exemple, il faut pas qu'il mette ses jouets dans ses pieds ou parce que elle peut s'entraver, elle va pas savoir les éviter. Ouais. Donc c'est moi beaucoup qui ramasse les jouets, qui les enlève du passage. Il la nourrit, c'est rigolo parce qu'il comprend qu'elle n'arrive pas, donc c'est moi qui la nourris normalement. Et en ce moment, il veut absolument tout lui mettre à la bouche, mais malheureusement, des fois, c'est des choses un petit peu, il faudrait pas qu'il lui mette dans la bouche, quoi. Mais aussi son goûter, il partage son goûter avec elle, il lui met dans la bouche. C'est mignon. Ouais, il a bien compris ça. Et après, on pense que du coup, son langage est pas très développé. Et Poppy, elle dit beaucoup daddy, dada, daddy, dada. C'est un des seuls mots qui est resté. Et du coup, Lou, copie. Lou, da da da, da da da, da da da. Mais pas beaucoup de mots parce qu'on pense que comme Poppy n'a pas besoin de s'exprimer, lui, il pense que lui non plus. Alors du coup, on essaie beaucoup de lui apprendre des mots. Il peut parler s'il veut. Ouais. Quand Poppy n'est pas à la maison, il est beaucoup plus bavard. Beaucoup plus bavard. Il communique beaucoup plus avec moi. Et après, si je l'ignore aussi. Parce que du coup, sinon, moi, je fais tout pour lui, en fait, sans qu'il ait à me demander. J'ai tellement l'habitude avec Poppy. Ouais. Que j'essaie de le faire me demander et après, je fais. Mais il est super chou avec elle, sinon. Quand il était bébé, il pouvait pas s'empêcher de lui faire des câlins tout le temps. Il essayait de lui faire des bisous sur le bras, en fait. Et elle du coup, elle comprenait pas trop pourquoi. Elle pensait, il est en train d'essayer de me manger, maman. J'étais là, non, il te fait des bisous. Et non, il a toujours été très, très collé. Jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Et une fois qu'il a commencé à marcher, il a fait sa vie. Il était plus trop collé. Mais quand il marchait pas, il était collé à Poppy, tout le temps. Aujourd'hui, du coup, où est-ce que tu en es avec Poppy dans son développement? Est-ce que elle peut plus trop marcher et elle se déplace essentiellement en fauteuil roulant? Ou est-ce que c'est vraiment par phase? Est-ce que aujourd'hui elle peut parler aussi ou enfin? Alors, je vais commencer donc avec la motricité pour se déplacer. Donc oui, c'est vrai, beaucoup de fauteuils roulants parce que du coup, ça l'aide à avoir confiance. Après, le spécialiste de la scoliose, donc elle a quand même des radios tous les 6 à 8 mois, je crois. Il faut la garder autant mobile que possible, donc il faut qu'elle continue à marcher. Et on nous a dit de ne pas l'asseoir plus de 30 minutes. Chaque fois qu'elle s'assoit, en fait, il faut la sortir après 30 minutes, la faire marcher un peu, et si elle se rassoit, c'est pas grave. Mais il faut pas la garder assise plus de 30 minutes. Intérêt à manger rapidement. Hein. Et oui. Du coup, bon, ça, de toute façon, elle mange très très vite. elle adore manger. Elle a pas le choix, sinon Lou lui mange C'est ça aussi, elle doit finir avant qu'il arrive. Sinon, côté langage, alors c'est génial parce que donc du coup la technologie aujourd'hui c'est ouf. Alors moi j'y croyais pas du tout au début. Quand elle a eu 3 ans, elle a eu énormément de chance. Elle a été dans un programme pour une machine qui s'appelle un eye gaze. Donc en fait ça veut dire les yeux. Et en fait avec ses yeux, elle a un espèce d'ordinateur en face d'elle avec des symboles qu'on lui apprend. Ouais. Et quand elle déplace ses yeux sur les symboles, elle peut faire des phrases. C'est génial. Mais c'est incroyable. La première fois qu'elle l'a fait, j'ai pleuré parce que j'avais jamais entendu sa voix. Et
Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, on a fait une page famille, et donc on a mis maman, papa, donc son frère, donc qui était dans mon ventre à l'époque, mais on avait quand même mis le bébé, la famille, donc on avait mis mamie, papy, tout ça. Et la thérapeute lui demande qui c'est ton préféré. Et la première phrase qu'elle a dit, c'est Daddy is my favorite. Donc papa est mon préféré. Et moi j'ai pleuré quand même. Bon, pas, tu vois, de jalousie. Mais juste, non, pas du tout, mais juste d'entendre, tu vois, l'entendre parler. Et en plus, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que c'est une fille à papa, vraiment très fort. Et du coup, c'était la première phrase qu'elle a dite. Ouais. C'est mignon. Donc c'était super. Et depuis, du coup, elle utilise toujours cette technologie ? Oui, donc on l'a à la maison et on l'emmène à l'école, pareil. Donc du lundi au vendredi, il est à l'école, l'ordinateur. Parce que comme je l'ai que l'après-midi et le soir, en fait, elle est trop fatiguée pour le faire. Il faut quand même qu'elle se concentre énormément pour arriver à l'utiliser. Mais toute la journée à l'école maintenant, elle l'a dans sa classe. Elle a toujours accès, en fait, donc à l'ordinateur pour pouvoir commenter sur ce qui se passe. Donc par exemple, ici, ils sont en train de faire des chansons, ou s'ils se déguisent, ou s'ils utilisent de la peinture. Elle peut choisir les couleurs. Elle peut dire que ça lui plaît, que ça lui plaît pas. C'est trop bien. Oui, donc, je suis trop fan. Mais alors, si je comprends bien, donc elle rive son œil à droite, à gauche, centre, est, nord-ouest, et la machine va parler pour elle ? C'est ça. En fait, sur l'écran, il y a 30 symboles à la fois. Et elle a, comme au fil des années, donc elle est à l'école depuis qu'elle a 2 ans et demi. Elle a commencé très très tôt son école spécialisée. Et en fait, depuis le début, ils lui apprennent ces symboles. Et donc sur l'écran, il y en a toujours qui sont les mêmes, mais après si tu cliques sur des pages, tu en as des différents de l'autre côté de l'écran en fait, si tu veux. Donc tu peux dire les sentiments ou la nourriture. Elle a commencé avec la nourriture quand elle était petite parce que c'était sa motivation. Obviously, elle adorait manger. Alors du coup, on lui faisait choisir ce qu'elle mangeait. Et elle peut choisir aussi, donc par exemple, il y a des encoches pour histoire. Et donc pendant que tu lui lis un livre, elle peut commenter sur l'histoire parce qu'elle a tout... les personnages, tout ça sur l'écran en fait, donc elle peut dire des choses avec les personnages. C'est trop, donc c'est super bien fait, c'est super bien fait. Il est complètement personnalisé pour ses besoins en plus, donc toutes ses choses préférées sont dedans, les activités préférées. Par exemple, t'as Monsieur Patate, donc c'est un de ses préférés. Elle peut choisir, donc mets des yeux, mets le chapeau, elle peut faire ça. Non, c'est super bien. C'est trop trop bien. Donc, au final, comment tu jugerais la prise en charge des personnes handicapées à Londres, ou on pourrait dire en Angleterre de manière générale, mais peut-être plus sur Londres ? Moi, j'avais pas beaucoup d'attentes au départ parce que du coup, tout était très long. Je devais passer des milliers de coups de téléphone pour essayer d'obtenir des choses, de faire avancer, avec tout ce qui s'était passé avec les résultats sanguins. Je t'avoue, j'avais pas beaucoup d'attentes et au final, maintenant qu'on est bien rodé en fait, puisque ça fait quand même, ça fait 2 ans et demi, même plus, oh là là, presque 3 ans qu'on est dans ce système. Et maintenant, je trouve que franchement, on a beaucoup de chance. On a eu accès à beaucoup de choses avec l'école de Poppy aussi. On a eu beaucoup de chance de trouver cette école. Oui. Que c'est moi qui ai trouvé moi-même sur Internet. J'ai fait mes recherches et j'ai envoyé un email et ils m'ont dit oui, vous pouvez venir faire une visite. On a fait une visite et ils ont accepté Poppy. Et... C'est fou que tu aies eu besoin de faire tes propres recherches parce que c'est tellement rare d'avoir des instituts comme ça très focus sur ce syndrome que il t'aurait peut-être référé directement à ça. Et en fait, au début, quand j'ai mis Poppy à l'école, quand j'ai commencé donc mes recherches et tout, on n'avait pas de diagnostic. Donc je pensais que Poppy avait des problèmes sensoriels et donc cette école était basée sur donc vraiment, plutôt l'autisme et les choses sensorielles, si tu veux. Celle à laquelle j'ai fait donc cet email. Et maintenant, elle a évolué, donc elle est passée dans un autre département. Oui. Mais au départ, comme j'avais postulé de ce côté-là, donc c'était pour attendre le diagnostic. Et une fois qu'on l'a eu, ils ont pu adapter à ses besoins. C'est très très bien. Et tu trouves que la société, de manière générale, est quand même assez bienveillante avec des personnes qui semblent différentes d'eux ? Je dirais oui et non. Les gens sont très attentifs à nos besoins. Donc, par exemple, tous mes voisins sont au courant, évidemment, de la situation avec Poppy. On reçoit beaucoup d'aide, ils nous tiennent les portes.
ils sont adorables, ils disent toujours bonjour à Poppy, ils lui parlent. Mais les étrangers, des fois, c'est compliqué. C'est pas de la malveillance forcément, mais il y a beaucoup de questions des fois qui sont compliquées. Quand on te demande qu'est-ce qui va pas chez elle, par exemple, c'est pas de la malveillance, mais c'est dur, quoi. Ouais. Et moi, je me sens obligée de répondre, alors que je suis pas obligée, c'est un étranger complètement, mais j'essaye d'éduquer un peu les gens en disant y a rien de personnellement, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal chez ma fille, mais donc elle a des difficultés dans ce domaine. Ouais. Je leur explique un peu qu'elle a un syndrome donc qui est génétique, mais c'est vraiment un petit peu des fois compliqué. Le regard des autres aussi un petit peu. Ouais, mais alors ça me fait une très belle transition parce que est-ce que tu aurais des conseils à offrir pour communiquer de manière plus bienveillante envers des familles qui auraient une personne un membre de leur famille qui ait un handicap particulier? Mais moi déjà je trouve ça génial quand les gens parlent à Poppy et qu'ils l'ignorent pas parce que du coup elle ne peut pas répondre. Oui. Mais je trouve ça génial qu'ils lui parlent parce que en fait son regard en dit tellement de choses que ça vaut tellement la peine de se mettre à son niveau, et son sourire, son regard, même si c'est pas des mots qu'elle peut rendre en retour donc de ce que tu lui dis, elle écoute. Oui. Et je trouve que ça vaut vachement la peine donc de se mettre au niveau de l'enfant, même si l'enfant ne peut pas répondre par exemple, et de surtout ne pas juste parler à son frère ou sa sœur parce que son frère et sa sœur peut te répondre, mais de parler donc aux deux, d'inclure les deux. En fait, je trouve ça génial. Après, c'est vrai que beaucoup de gens, je sais pas si c'est le mot qu'il faut, mais ont beaucoup de pitié pour les familles avec des enfants handicapés. Ben c'est sûr, c'est dur, c'est compliqué. On a beaucoup de sentiments. Enfin, c'est un peu un deuil sur le futur de ton enfant que tu dois faire très tôt. Beaucoup de choses donc que tu n'as pas forcément donc toujours sur le bout des lèvres, mais plutôt qu'avoir de la pitié pour la personne, juste un sourire, ou alors de dire vous faites un boulot génial, ou votre fille est super belle, ou enfin quelque chose de gentil, juste un compliment. En fait, c'est ça, quelque chose de gentil, n'importe quoi, n'importe quelle gentillesse, ou juste un sourire. Mais bon, pas un sourire de pitié si possible, parce que des fois tu le sens dans le regard que la personne est triste pour toi en fait, et du coup ça te rend un peu triste toi-même. Oui, je pense que t'en as assez à la maison pour que la société t'en rajoute une couche derrière quand tu sors de chez toi. Et surtout, moi quand je regarde ma fille, c'est surtout du bonheur. Parce qu'elle m'apporte que du bonheur. Bon, c'est sûr, il y a aussi des difficultés, des défis. Il y a de la colère aussi parce que du coup, mais je sais pas comment dire, ça te pousse en fait à déplacer des montagnes pour améliorer sa qualité de vie et tout donner pour elle en fait, pour faire son bonheur. Mais c'est vrai que c'est assez difficile donc d'avoir ces sentiments et de les voir chez les autres, c'est compliqué quoi. Oui. Elle peut écouter Poppy. Je veux dire, elle entend super bien, elle est là complètement, mais en fait la pauvre, elle est emprisonnée dans son. Oui, c'est juste qu'elle ne peut pas rendre cerveau, le dialogue qu'elle entend. Voilà, c'est ça. Mais elle rigole quand tu fais des blagues. Si à la télé, par exemple, quelqu'un fonce dans un arbre et qui tombe par terre, ça la fait trop rire. Elle a beaucoup de sens de l'humour aussi, par exemple. Elle adore se cacher et surprendre papa. Je l'aide à aller jusqu'à la porte, et quand papa est sur le point de rentrer, parce que papa me dit toujours l'heure à laquelle il va arriver. Des fois on se cache derrière la porte, et comme maintenant elle peut plus courir, avant quand elle était petite elle courait jusqu'à la porte et elle attendait devant la porte, mais maintenant donc du coup on se cache, et quand il rentre on fait coucou, et elle est super contente de lui avoir fait peur. Il fait genre qu'il a eu super peur, et non, elle a un sens de l'humour, mais c'est jeune, évidemment plus jeune que son âge, mais non, mais c'est génial. C'est génial. Et puis, non, je pense que quand même, elle écoutera un jour ou l'autre cet épisode, et je pense que elle aura des étoiles dans les yeux à écouter à quel point sa mère est fière d'elle et qu'elle est très courageuse. Donc, je pense qu'elle te le rendra bien et vice versa. Donc, c'est génial.
Bah oui, c'est mon inspiration, ma petite Poppy. Oui, et puis on n'oublie pas le petit Lou. Lou, c'est, comment dire, c'est le clown de la maison. Ouais. Il nous fait rigoler tout le temps. Il nous suit partout. Alors pour conclure quand même cet épisode, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour le futur? Eh ben, en ce moment, je trouve que justement, on a un super équilibre. Et du coup, que ça dure cet équilibre. Donc, son école continue de bien se passer. Les 2 enfants s'entendent bien. Ouais. Je croise les doigts que ça continue. Et la routine est super bien huilée. Donc, ouais, que ça dure. D'accord. Que l'on n'ait pas de mauvaises surprises, même si bon, on a plein de rendez-vous médicaux qui arrivent et du coup, on est un peu stressé. On va bien voir ce qui se passe. Donc voilà, donc que ça dure. Oui. Bah écoute, moi je trouve voilà votre expérience de vie extrêmement inspirante. Donc non, en tout cas, moi je te remercie énormément Amélie pour ton témoignage. Et il n'y a pas de quoi. Écoute, je te souhaite une excellente fin de journée / nuit. Oui, c'est ça. Je vais aller mettre le loup au dodo. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!